Merci de nous faire confiance à ce numéro où nous parlons d'une actualité où nous tous nous savons depuis ce dimanche 10 janvier 2021. Il y a une situation catastrophique qui s'est réalisée au niveau du parc national de Virunga. Le parc national de Virunga a été attaqué par des inciviques où le parc a perdu 6 éco-gardes et un blessé jusqu'à présent. Les bilans que nous à notre possession. Et pour parler de cette question, nous recevons le pasteur Kosuma Wilungula, qui est le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, à qui nous disons, pasteur, bonjour. Bonjour, merci. Voilà, je suis accompagné de mon confrère Michel Koki, qui est de la radio-télévision Environnement et Conservation de la nature. Michel Koki, bonjour. Bonjour, et bien, merci beaucoup, Serge. Voilà, pasteur, nous sommes informés de la question que le parc national de Virunga a été attaqué depuis ce dimanche à 7h du matin par des inciviques. D'abord, confirmez-vous cette information que réellement, c'est vrai, le parc a été attaqué par des inciviques? Oui, c'est vrai, le parc a été attaqué de 7h30 jusqu'à vers le 9h30 par des inciviques. C'est au niveau de notre clôture électrique vers Nyamilima dans le territoire de Rutshuru. Alors, aujourd'hui, les bilans, 6 morts. Le bilan est réellement confirmé des 6 morts. C'était 6 gardes. Disons, c'était 7 gardes, une section qui faisait les patrouilles pour surveiller et bien contrôler si la clôture était en bon état et si elle n'avait pas été coupée. Et lorsqu'ils avaient fait le premier tour et chemin faisant pour leur retour, ils sont entrés en embuscade. Ça signifie que l'ennemi les avait bien piégés, tendu l'embuscade. Et ils sont tous entrés dedans. Et c'était à bout portant qu'on a dû les abattre. Dieu merci que le 7e a pu se sauver et rester, effectivement, croyant qu'il était mort. Mais il était encore vivant. Ils les ont dépouillés de tout ce qu'ils avaient. Donc, nous avons perdu l'équipement ou nos matériels d'ordonnancement. Et nous avons été fauchés. C'est vrai que avant de pouvoir tomber, nos éléments ont aussi réagi. Et on a enregistré également des pertes en vies humaines dans les cas des assaillants. La première information que vous nous avez donnée à chaud, c'était on soupçonnait le Mai Mai Jackson. Mais vous disiez encore il y a d'autres groupes armés qui opèrent dans cette région. Vous avez confirmé avec l'enquête que vous avez initiée dans le parc? En fait, l'enquête, le communiqué final que nous venons de donner au niveau du parc continue à confirmer que nous avons affaire à des groupes Mai Mai. Mais dans la région, il n'y a pas que de Mai Mai. Dans la région, il y a d'autres forces, d'autres éléments ou des forces négatives qui aussi sont en train de se livrer au pillage des ressources naturelles du parc. Et il ne peut pas ne pas être vrai que aussi qu'il y ait eu tous ces élans, toutes ces menaces ou toutes ces coalitions qui arrivent à poser des actes de ce genre. Lorsque vous regardez le niveau des opérations, vous y décelez un certain niveau de professionnalisme. Donc ce ne sont pas de n'importe qui ou seulement des Maïmaï à qui on a appris à tirer à gauche à droite, mais c'était des hommes qui ont agi d'une manière professionnelle. Ils savent tirer, abattre l'ennemi et aller les dépouiller de ce qu'il a sans crainte ni doute. Donc ce ne sont pas le regard, ni la tension, ni la tactique de quelqu'un qui n'est pas habitué aux armes. Ce sont des personnes habitués aux armes et leur tactique d'action démontre suffisamment que c'était des professionnels. Voilà, révérend pasteur Kosuma, qu'est-ce qui peut justifier toutes ces récurrentes attaques au niveau du parc national de Virunga? Au cours de l'année 2020, et au mois d'avril, il y a eu 14 éco-gardes qui sont tombés. Je crois 14 ou 13 éco-gardes qui sont tombés. Alors aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier 2021, une année qu'on croirait qu'il serait une année de guérison. Il y a encore une attaque sur ces terres protégées. Qu'est-ce qui justifie toutes ces attaques dans cette terre? En fait, il y a une réalité. Vous savez que nous pouvons, moi je l'ai dit en tant qu'analyste et connaissant très bien la région, c'est de la manipulation.
En fait, tout ce qui s'est fait contre l'ICSN n'est pas lié à des actions fortuites. Ce sont des volontés de personnes. Ce sont des acteurs assez, nous pouvons dire, des acteurs initiés, animés de mauvaise foi, mais qui savent ce qu'ils font. Des gens qui veulent décourager la conservation du parc et des gens qui veulent accéder beaucoup plus facilement aux ressources du parc. Ils en ont déjà, ils en connaissent. Ce ne sont pas des néophytes, ce ne sont pas des personnes ignorantes, ce sont des personnes qui connaissent ce qu'il y a comme bénéfice, comme richesse dans le parc. Et ils veulent coloniser, ils veulent avoir une mainmise sur les richesses du parc. C'est ainsi qu'ils ont pris en otage les communautés. Ils se servent des populations pour justifier leur forfait, justifier le fait que les gens doivent avoir le champ, justifier le fait qu'il n'y a pas de terre. Je venais de dire tout à l'heure, le parc des Virunga constitue 13,3% du territoire de la province du Nord Kivu. Ça signifie qu'il y a 87% de la province qui devrait être plutôt aménagée pour d'autres choses. Quand vous prenez la ville de Goma, quand vous prenez pratiquement les chefs-lieux de territoire, la ville de Beni et de Butembo, Lubero, vous pouvez facilement retrouver que tout cela ne font pas le 80% de la province du Nord Kivu. Donc, il y a énormément d'espace. Quand vous quittez Goma pour aller à Walikale, quand vous quittez Goma pour aller vers Kisangani, vous quittez Beni pour aller vers Kisangani et ailleurs, c'est énormément d'espace. Mais pourquoi les gens ne vont pas vers ces espaces et que les gens sont poussés vers le parc? C'est pour que tout autour du parc, lorsque vous enregistrez 4 millions de personnes à une journée de marche du parc, ça signifie qu'il y a une pression énorme sur le parc. Et pourquoi ces gens font une pression énorme sur le parc? Parce qu'ils doivent tirer l'essentiel de leurs bénéfices. L'égoïsme d'enrichissement sans fin de quelques individus. Mais cela, c'est une action des acteurs politiques de la province, des acteurs économiques et même certains acteurs culturels et autres. Ah oui, quelques acteurs de certaines sociétés civiles qui se mêlent dans tout ça. Ce sont ces mêmes acteurs qui ont les envies de tirer les ressources dans le parc et pour y arriver, ils se sont pourvus de moyens. Ça signifie qu'ils ont créé des milices, ils ont créé des rébellions, ils ont créé des gens. Et ainsi, quand ils envoient la population pour aller faire un chat dans une partie du parc, cette population est accompagnée de miliciens. Et ce sont ces miliciens qui se passent comme des populations civiles qui attaquent le garde. Et là, nous enregistrons des morts. Parce que si le garde avait observé en passant, rien que pour l'incident d'hier, qu'il y avait déjà de menaces, il ne se serait pas livré bêtement pour entrer dans cette embuscade. Mais c'est que les gardes n'ont même pas eu vent d'une menace contre leur propre vie. C'est ce qui a permis qu'ils puissent aisément protéger la clôture. Et la clôture sert à quoi? La clôture sert plutôt à protéger les cultures et le champ de cette population en dehors du parc. Les animaux ne peuvent pas traverser pour aller vers ces champs parce qu'ils ont des électrochocs électriques qui le retournent dans le parc. Mais pour ces gens-là, c'est un grand défi. On ne devrait pas mettre des clôtures électriques parce que ça les empêche, eux, de venir aisément vers le parc. Alors voilà cette dichotomie qui ne peut pas être justifiée, une dialectique sans sens. Comment eux veulent venir dans le parc, nous les chassons du parc, ils utilisent les femmes et les enfants comme des boucliers humains, soi-disant la population n'a pas de terre. Tout ça, ce sont de faux fuyants. Mais les acteurs politiques, les acteurs économiques, cette société civile connaissent réellement les tenants et les aboutissants
et pourquoi ils en veulent au parc, c'est pour des enrichissements sans cause. Il y a une attaque des Mai Mai dans le parc national de Virunga. Nous avons des institutions de l'État au niveau du Nord Kivu. Est-ce qu'on va dire que même la justice n'arrive pas à faire son travail pour établir les responsabilités et sanctionner évidemment tous ceux qui se lustrent dans ces actes? Oui, vous savez, quand vous observez clairement ce qui se passe dans cette partie de Virunga, le CNDP était une force de combien d'hommes? Pas plus de 2000 hommes. Les M23, peut-être même pas 2000 hommes. Mais vous pouvez vous imaginer que ces gens-là, si les populations riveraines du Nord Kivu, avec leurs leaders, ces acteurs dont je viens d'évoquer, ne veulent pas qu'il y ait un mouvement rebelle dans cette partie, il n'y en aura pas. Parce que tous ces gens, les CNDP, le M23, le FDLR, les Nyatura, le Mai Mai, en fait, ils sont où? Mais ils sont dans des villages. Ils sont dans des villages, ils se cachent dans des maisons de ces populations. Et je pourrais même ne pas dire se cachent, ils habitent dans les maisons de ces populations. Ils deviennent force négative lorsque chacun entre dans la maison avec sous le regard de ses parents, il prend son fusil, il se concerte à 20-30 et ils vont opérer. Ils sont connus. Ils sont connus. Mais qui le dénoncent? Au vu au dessus des autorités. Ah oui, au vu et au su de leurs propres chefs, coutumiers et autres, au vu et au su des autorités complices. Parce que la complicité a atteint tous les niveaux. Vous trouvez au niveau des députés nationaux ceux qui sont complices, au niveau des députés provinciaux ceux qui sont complices, au niveau des gouvernants, des ministres et des autres, tous qui sont complices dans une opération comme celle-là. Lorsque ça se passe dans ces niveaux-là, on sent des choses qui sont même téléguidées. Vous savez, il n'y a pas que le problème des terres. Il n'y a pas que le problème aujourd'hui de la volonté de pouvoir accéder à des richesses de faune et de flore. Je vous avais déjà dit l'autre jour quel est le coût de ces richesses de faune et de flore aujourd'hui à travers le monde. Mais n'oubliez pas que ce niveau d'insécurité permanente empêche aussi de développer le tourisme. Nous sommes le pays qui a la faveur d'avoir des gorilles de montagne et peut-être un peu plus que nos deux voisins et dans des conditions assez faciles d'accès. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvions pas développer le tourisme? C'est parce que nous sommes assis sur une insécurité, mais une insécurité voulue pour que ce tourisme en RDC ne se développe pas, pour que ce tourisme soit seulement ailleurs, quelle que soit aujourd'hui la pandémie et autres. C'est vrai, nous avons fermé le tourisme. Ça fait 2-3 ans qu'on est dans cet état-là. Mais qu'est-ce qui pourrait empêcher, lorsque les gorilles sont à quelques 30, 45, 1 heure de marche, et que vous pouvez le voir, et nous avons des loges qui sont bien et qui peuvent bien recevoir les touristes, mais on ne peut pas y aller parce que déjà le marketing d'insécurité est répandu à travers le monde qu'on ne peut pas traverser en RDC. Et pour confirmer ce marketing, il faut qu'il y ait des actes comme ça, les tueries de garde. Et ça fait des éléments qui nous découragent. Et malgré ça, effectivement, nous sommes là à regarder comme si nous ne pouvons pas faire quelque chose. Non. Nos amis qui sont acteurs à tous les niveaux dans cette province doivent prendre conscience qu'il est temps un jour de dire non, nous voulons voir nous aussi les choses se développer chez nous. Il n'y aura aucun FDLR, il n'y aura aucun Mai Mai, il n'y aura aucune force négative lorsque les populations du Nord Kivu auront dit que nous ne voulons pas. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont tous complices et ils croient trouver bénéfice sur cela, ils sont là-dedans. Ils se confondent à des forces négatives et ils peuvent présenter tout le beau discours qu'ils racontent à travers le monde. Mais il y a ça. Aujourd'hui, ça paye bien parce que ça donne un électorat aux députés ou aux autres qui peuvent utiliser ces forces. Ils se cachent derrière des discours sur ça, en diabolisant l'ICCN, en diabolisant tout ce que nous faisons. Mais dites-moi un seul d'acteur politique du Nord Kivu, d'acteur économique,
d'acteurs culturels et autres du Nord Kivu, qui a déjà fait pour la population de cette province ce que l'ICCN a fait. Dans cette partie de la République, c'est au parc national de Virunga où vous avez placé beaucoup de centrales hydroélectriques, au parc national de Virunga que vous avez placé des savonneries, des chocolateries et autres emplois que vous créez dans la même partie. Et c'est la même partie aussi qui est attaquée chaque jour. Est-ce que ce n'est pas pour saboter votre action? Et aussi, cela ne vous décourage pas d'avoir posé ces gestes? Non, vous savez, aujourd'hui, c'est parce que les gens ignorent ce que c'est le parc de Virunga. Le parc de Virunga, c'est le tout premier parc national en Afrique tout entière, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Le parc de Virunga est un site du patrimoine mondial. Je vous dis que le parc de Virunga est peut-être même mieux connu que la province du Nord Kivu. Alors, vous savez quelque chose qui est emblématique à travers le monde. C'est ces parcs-là qui attirent tout ce dont les gens bénéficient dans cette province. Les gens semblent l'ignorer, mais ils ne savent pas que c'est la curiosité de Virunga. Parce que Virunga est parmi les 5 merveilles du monde. Et les 5 merveilles du monde, le Graben, le Rift Graben, la région la plus riche au monde, fait la curiosité de tous scientifiques. Et c'est ça qui attire les scientifiques, même qui ne connaissent même pas le Rift albertain, est-ce que c'est situé dans une province ou dans quoi? Ils viennent parce qu'ils voient ça. Ils voient ce bassin-là qui est un des bassins du fleuve Nil. Et en même temps, beaucoup plus proche déjà de tout le réseau de grands lacs qui va dans le lac Tanganyika et jusque vers le Kouga, où vous tombez sur le bassin de Lualaba, donc le bassin du fleuve Congo. Et vous savez que toute cette grande, on pourrait dire richesse, une grande biodiversité, et même ces merveilles-là, fait la curiosité de tous les scientifiques à travers le monde. Des volcans actifs, des volcans éteints, et toute une biodiversité la plus merveilleuse du monde, c'est comme le premier paradis au monde. Qui n'hésiterait pas à dire que le jardin d'Éden que Dieu a créé réellement touché le parc, c'était au niveau du parc de Virunga. C'est cette attention-là qui fait qu'on voie l'attraction, que nous puissions poser tout ça. Quel est le parc au monde qui a déjà créé une centrale? Je vous dis que toutes les théories de la conservation classique que nous connaissons, nous qui enseignons même l'environnement, n'a jamais donné droit à un mécanisme de conservation d'une aire protégée de pouvoir créer ces actes. Nous sommes le premier l'ICCN qui a dû mettre en place une approche de conciliation entre la conservation et le développement. Aujourd'hui, cet entrepreneuriat qu'on a mis est en train même d'être expérimenté dans d'autres pays du monde. Et les gens se retrouvent pour dire « Ah oui, ça c'était du jamais vu ». Les autres disent, mais comment vous en faites? Et aujourd'hui, nous avons mis en place un projet pour 6 centrales. 6 centrales avec plus de 120 mégawatts, je peux vous dire, c'est plus de 100 000 emplois. Rien que pour Virunga. Un parc qui peut créer plus de 100 000 emplois, rien que pour Virunga. Un parc qui montre déjà qu'on peut favoriser cette population dont on parle. On leur a donné toutes les facilités. Nous accompagnons même la culture de cacao, afin que la production soit immédiatement achetée pour la chocolaterie qui est placée sur place. Nous accompagnons la culture même de palmiers pour que le noix de palme soit récolté pour directement faire fonctionner la savonnerie. Nous accompagnons même la papéine et autres. Quel parc peut initier de tant de projets de développement? Qui sont ces hommes d'affaires qui pouvaient les initier? Quand vous voyez ces actes de sabotage ou de barbarie qu'on est en train de poser moins d'une année déjà, comme Michel Koki venait de le dire ici, 13 éco-gardes tombés, ici encore début de l'année, 6 autres tombés, donc c'est ce qui veut dire quand même que les attaques continuent à se perpétrer dans cette même région. Et c'est là où vous posez de grandes actions, et c'est une première dans l'histoire de la conservation au monde qu'il y ait ces initiatives et qu'un coin pourra
s'est développé grâce à ces initiatives, mais là où vous posez toutes ces actions, c'est là où on est en train de saboter. Est-ce que ça ne vous décourage pas? D'ailleurs, je voulais aussi ajouter, révérend pasteur, toutes ces actions, malgré toutes ces actions que vous menez, est-ce qu'on peut dire que véritablement l'ICSN est victime d'une certaine méconnaissance des questions écologiques au niveau de la République, même au niveau de ceux qui sont tentés de nous gérer? Et je peux vous dire, c'est énorme. En fait, nous souffrons premièrement de ça. Vous savez, une institution comme l'ICSN, qui fait partie de cette méga biodiversité au monde, mais je peux vous dire, dans les conditions dans lesquelles se trouve notre pays, nous sommes un État qui a des priorités beaucoup plus dans la restauration de l'État. On est en train de restaurer un état de droit, on est en train de restaurer les conditions économiques et sociales dans notre pays. Le président, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshilombo, est en train de faire des efforts pour que la RDC puisse sortir même de son léthargie économique et même s'ouvrir à travers le monde. Mais je peux vous dire qu'une institution comme l'ICSN a pu avoir ce privilège parce que regardez dans le budget national, quelle était la place de l'ICSN pour son investissement. Je peux vous dire 15 ans durant, on n'a pas pu avoir un investissement. On a sporadiquement un peu même des frais de fonctionnement. Mais comment vit cette institution? Ce que vous voyez au Virunga aujourd'hui, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, nous venons de commencer, nous avons déjà mis en place un processus de les dupliquer ailleurs. Déjà au parc de Garamba, nous avons commencé presque par une duplication de ces activités. Concilier la conservation et le développement, et qui va aller beaucoup plus. Si on avait des bonnes rivières, on aurait déjà des centrales hydroélectriques, mais nous sommes passés au niveau des centrales solaires. Et nous voulons qu'avec des centrales solaires, avec également les encouragements dans la culture de cacao, et même d'autres cultures, non seulement vivrières, mais des cultures pérennes aussi, nous avons commencé à attirer l'intérêt de la population dans ces appuis, afin qu'ils sortent de l'auberge de la pauvreté et essayer de réduire la misère au niveau de la population. Nous sommes en train de le dupliquer au niveau du parc de Salonga. Et là également, nous tenons à ce que les 5-6 parcs du patrimoine mondial deviennent des pôles de développement. Le parc et la réserve de faune à Okapi est déjà dans le schéma. Nous voulons le faire sortir aussi d'une gestion du type classique pour pouvoir le remonter également à la gestion qui concilie la conservation et le développement, mais à la gestion qui donne également de valeurs réelles pour que l'homme ne soit plus celui qui attend tout comme on attendait à l'époque, mais qu'on puisse restaurer effectivement une seconde visibilité de mécanismes de conservation. La manière dont on peut capitaliser et rentabiliser la conservation au bénéfice de notre population. Au niveau du Katanga, au parc de Lupemba et Kundelungu, nous sommes en train de voir la même chose. Donc c'est pour vous dire que de Kaouzi-Biega, en passant par Virunga, la réserve de faune à Okapi, Garamba, Salonga, Upemba Kundelungu, nous voulons faire de tous ces 6 sites de grands pôles de développement. Et ces pôles de développement vont apporter une valeur ajoutée dans les valeurs économiques et sociales au niveau de toutes ces régions. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la nouvelle perception de la gestion des aires protégées. Nous avons quitté le chemin battu d'une gestion classique des aires protégées. Nous sommes en train de définir aujourd'hui avec nos bailleurs et nos partenaires qui, eux, nous ont donné l'opportunité de nous ouvrir à travers le monde pour capter, en fait, les ressources nécessaires de pouvoir apporter les éléments de développement au travers de ces nouvelles ressources pour intéresser et impliquer la population congolaise qui, pour elle, le parc, le réserve, était une affaire de blancs. Et ne pouvait pas s'imaginer que c'est un patrimoine national. Mais c'est pratiquement aujourd'hui un patrimoine au bénéfice des communautés. On va faire des centrales hydroélectriques aussi au Katanga. Et je vous dis qu'on est déjà beaucoup plus près. Un projet qui va voir le jour d'ici là.
on est en train de penser comment faire ça avec Kahuzi Biega. Nous allons céder Kahuzi Biega aussi à une gestion du partenariat public-privé. La Lomami au niveau du Maniema. Nous allons aussi assurer un partenariat public-privé au niveau du parc national de la Lomami et au niveau du parc de Salonga. Et vous comprenez que ce mécanisme de gestion nous permet, nous, de pouvoir quitter le niveau de manque et le niveau de pauvreté dans lesquels nous avons été parce que nous n'avons pas eu le couvert du budget national qui est aujourd'hui réservé à la restauration de l'État. Mais entre-temps, nous ne pouvions pas croiser les bras pour attendre le jour où le budget national pourrait financer le parc. Mais aujourd'hui, 15 ans après, nous pouvons vous dire que nos parcs ont atteint déjà un niveau d'excellence qui permet non seulement d'assurer la sécurité. Regardez tout ce que nous sommes en train de connaître, les attaques, il y en a partout. À Garamba, c'est la même chose. À Epoulo, encore jusqu'hier ou avant-hier, au Virunga. Je peux vous dire, même au parc de Kahuzi Biega, c'est ce matin qu'on venait aussi de restaurer un peu la paix pour arrêter une sorte de mutinerie. Mais tout ce problème allait être résolu comment? Si nous n'avions pas un pas déjà dans l'ouverture qui va pouvoir être assurée par le président de la République en cette année, en tant que président de l'Union africaine, mais déjà essayer de convaincre, d'attirer et de séduire cette communauté internationale pour nous soutenir dans cet élan. De l'Institut congolais pour la conservation de la nature ou développement initié par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, mais comme nous parlons des attaques qu'il y a eu au parc national de Virunga hier, dimanche, après avoir publié cette information ou informé tout le monde, vous avez eu rapidement la réaction du président de la République Félix Tshisekedi, qui a réagi d'abord en manifestant sa compassion et en présentant ses condoléances, mais il ne s'est pas limité là. Il a initié directement demandé que toutes les bactéries soient mises en marche afin que cette situation ne reste pas impunie et qu'on trouve rapidement une solution, que ces assaillants soient maîtrisés et qu'ils subissent la rigueur de la loi. Pour vous, c'était un réconfort moral. Ah oui, vous savez que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est est aujourd'hui, disons même pas, c'est lui aujourd'hui le garant de la conservation de la nature dans notre pays. Le président, au niveau de la tribune des Nations Unies, a même défendu, il a protégé, il a lui-même donné son engagement pour qu'il y ait même l'extension des aires protégées. Parce qu'un pays comme la République démocratique du Congo, nous sommes à 15-17%, mais nous pourrons répondre à beaucoup d'autres volontés au niveau africain. Quand on parle de transfèrement des eaux du bassin de l'Ubangi ou du bassin du fleuve, ainsi de suite, tout transfèrement des eaux doit pouvoir être conditionné par certains préalables. Et le plus grand préalable, c'est les réseaux, c'est l'extension du réseau des aires protégées qui va donner la grande couverture de forêts à protéger, afin qu'il y ait pratiquement la maîtrise de la pluviosité pour maintenir nos nappes d'eau et nos ressources en eau, afin de pouvoir donner une partie d'eau s'il faut arriver à le faire. Et lorsque nous voyons l'attention aujourd'hui que le président a sur les aires protégées, nous pouvons dire que nous bénéficions de cette attention et nous ne pouvons que nous réjouir de la sensibilité que le président a. Lorsque nous sommes touchés, effectivement, il n'hésite pas à réconforter l'ICCN par nous traduire ses condoléances et ses compassions, nous traduire effectivement les dispositions et les mesures qui sont immédiatement données à nos forces à tous les niveaux pour pouvoir maîtriser ces assaillants, maîtriser ces inciviques et effectivement les faire subir la rigueur de la loi. Cela nous motive et nous réconforte et nous savons que pour une fois, nous sommes en train de bénéficier au travers de ce parc de Virunga des appuis substantiels, même au niveau de la communauté internationale, par rapport à cette aura
par rapport à l'intérêt que le président de la République manifeste sur la vie de ces gardes, la communauté internationale aussi suit et dit nous allons vous apporter un appui pour qu'il y ait un nettoyage systématique des inciviques dans le parc des Virunga. Et cela va devoir être fait. Ça nous encourage énormément. C'est une première fois que la communauté internationale, l'Union européenne, accepte de pouvoir financer les opérations de nettoyage des inciviques dans le parc national des Virunga. Et ça va se faire avec nos courageux et vaillants éléments de nos forces armées congolaises et de gardes-parcs qui vont pouvoir concourir. Donc c'est pratiquement à ces niveaux-là de faits qui ne sont pas des histoires, mais de faits réels, concrets, et qui vont certainement pouvoir se mettre en œuvre en 2021 pour que nous voyions une paix s'installer dans le réseau de nos aires protégées. Et ça nous encourage parce que ça nous donne à nous la force déjà de planifier le développement de notre tourisme, de planifier les différentes pistes touristiques, mais aussi de préparer toute l'ossature de ces développements, non seulement au Virunga, mais à travers tout notre pays. Et nous en avons les possibilités. La RDC est restée l'unique curiosité mondiale. Les gens ont été à maintes reprises au Kenya, en Tanzanie, à Kruger, en Afrique du Sud, et à travers tous les autres pays qui sont paisibles. Il ne reste que le pays qui n'avait pas l'accès et qui avait des problèmes comme la RDC, qui maintenant entre dans son ère de paix et d'ouverture à travers le monde pour capter en fait les curiosités touristiques de l'humanité tout entière. Et je suis certain, nous allons les vivre. Nous avons commencé à organiser une première réunion en décembre, qui était la grande réunion du patrimoine mondial africain. C'était déjà un signal fort, parce que le patrimoine mondial africain existe depuis des dizaines d'années, mais à cause du marketing d'insécurité, il n'y avait jamais eu un intérêt qui les attirerait ici. Mais pour une fois, nous les avons attirés. Demain, il y aura d'autres plus grandes réunions internationales qui vont venir en RDC et qui vont nous aider à chasser l'image des guerres, à chasser l'image des morts, à chasser l'image de tous ces accrochages des inciviques pour pouvoir relever le drapeau de paix en RDC dans le cadre du développement touristique, dans le cadre de l'amélioration des conditions de conservation. Quand une conservation est bien améliorée, je vous assure qu'il y a énormément d'opportunités. Les communautés riveraines et les peuples autochtones, ils trouvent le partage dans tout ce que nous pouvons avoir comme produits que vous appelez toujours plantes médicinales et autres. Les forêts sacrées vont avoir les effets. Nos communautés et nos populations traditionnelles et autres peuvent avoir les occasions d'aller se recueillir. Aujourd'hui, aucune fonction dans la foresterie et la conservation ne pouvait se faire. Même pas des fonctions traditionnelles et coutumières ne peuvent avoir lieu là où les gens sont en train de crever et de mourir. Et nous pourrons ainsi apporter notre pierre à l'édification d'un Congo nouveau, notre pierre à la restauration de cet état de droit, mais notre pierre à la restauration de la réduction totale de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des citoyens congolais. Réconfort moral par rapport à la réaction du chef de l'État, mais ils observent aussi que l'ICSN continue à être frappé. Aujourd'hui, on parlera du parc national de Garamba qui ne sait plus revoir les rhinocéros blancs, qui signifie qu'il y a un souci, et que vous avez évoqué aussi la question liée à l'état des droits, qui est une philosophie qui doit aussi se retrouver dans les secteurs de l'environnement, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de juridictions, ou on n'a même pas des juridictions qui traitent de ces questions-là. Alors, qu'est-ce que vous, en tant que scientifique, vous proposez comme solution pour que finalement on ne puisse plus vivre ces genres de situations où on a des gens qui s'illustrent dans des comportements qui vont dans le sens de mettre en mal le fonctionnement normal des aires protégées, mais surtout la préservation de la biodiversité? En fait, d'une manière brève, lorsque vous considérez
le rhinocéros blanc du Nord. C'est vrai, cette espèce, nous l'avons perdue, non seulement du fait de ce braconnage et des actes inciviques, mais effectivement également du fait de manque d'une bonne politique que nous n'avions pas mise en place pour pouvoir sécuriser les 4 derniers spécimens qui existaient, qui auraient pu reconstituer l'espèce parce qu'il y en avait encore 4 à travers le monde. Et les 8 spécimens ensemble auraient dû sauver l'espèce. Mais aujourd'hui, nous l'avons perdu. Je peux vous assurer que depuis la perte des rhinocéros blancs du Nord, nous n'avions plus de rhinos en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous avons déjà commencé à pouvoir reconstituer. Et nous croyons que les rhinos blancs du Sud que nous avons amenés et qui se retrouvent dans notre pays sous différents autres sites vont pouvoir nous aider à reconstituer l'espèce du rhino dans notre pays. Mais non pas seulement les rhinos, beaucoup d'autres espèces. Nous avons les zèbres qui sont à Lupemba. Ces zèbres ne peuvent pas grandir la petite famille qui existe à cause de la consanguinité. Il leur faut du sang nouveau, afin qu'on puisse essayer de pouvoir renouveler cela. Nous avons le girafe, effectivement, au parc de Garamba. Il faut aussi qu'on y infecte du sang nouveau pour pouvoir essayer de restaurer effectivement ces espèces. Mais nous nous réjouissons de voir qu'il y a énormément de bonobos qui sont, comme vous le savez, des chimpanzés nains et qui font l'attraction, espèce emblématique de la RDC, que vous ne trouvez qu'en RDC. Vous avez ces gorilles de plaine de l'Est que vous ne trouvez qu'en RDC. Et bien sûr, plus de 870, maintenant 880 gorilles de montagne. Mais ce qui est important, comme vous venez de le dire, c'est qu'on doit pouvoir être conscient. Nous n'avons pas été très conscients du rôle important que joueraient nos ressources naturelles dans notre pays. Nous avons été un pays qui n'avait que les mines, un pays qui ne comptait que sur les mines. Mais aujourd'hui, vous ne parlez pas de grandes richesses qu'on a, les tourbières par exemple. Vous savez, plus de 350 milliards de tonnes de CO2 enfouis dans les aires protégées de la RDC au niveau de tourbières. Aujourd'hui, nous sommes en train d'imaginer, l'ICCN va le faire assez rapidement, une localisation d'une réserve nationale de tourbières. Et la réserve nationale de tourbières va constituer, comme je vous l'ai dit, un avant-plan pour la diplomatie environnementale et de conservation de la RDC. Parce que cette réserve naturelle, quand elle est évaluée réellement, constitue aujourd'hui un apport important lorsque nous négocions dans le marché des crédits carbone. C'est-à-dire que la RDC bénéficie de sauver l'humanité au travers de cela. Et je pense qu'avec ça, nous pouvons déjà amorcer une bonne négociation qui va dépasser la simple conservation, mais qui va toucher la valeur économique de nos forêts. La valeur économique, même au niveau des privés qui ont des concessions forestières et même des réserves et de parcs privés qui doivent faire partie d'un réseau national des aires protégées et qui constitueront un grand marché carbone qui est au-delà de toutes les ressources minières. Ça se calcule en termes de milliards de dollars, pendant que nous n'avons qu'un budget de 6 à 7 milliards de dollars. Tendons vraiment vers la fin, M. le Directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, mais rapidement, vous avez aussi des fois certaines informations identifiant les acteurs de ces massacres, des barbaries. Vous avez aussi la possibilité de porter plainte au niveau international, je crois au niveau de l'anti-braconnage, afin que tous ces personnages soient touchés aussi et qu'ils subissent des sanctions très lourdes. Est-ce qu'aujourd'hui l'ICCN est prête à poser cet acte afin qu'on puisse mettre à même fin, bien qu'il y a un appui au niveau de l'Union européenne, au niveau du cœur PPN, est-ce qu'aujourd'hui l'ICCN peut aussi commencer à mener cette sorte de diplomatie pour mettre fin à toutes ces barbaries? Merci beaucoup. Je sais que notre gouvernement, avec le grand soutien du président de la République, nous avons en place aujourd'hui le corps de protection
de parcs et réserves apparentés, le corps Pépin, avec la présence d'au moins 2 généraux, donc un général-major qui commande les corps et le général de brigade. Et les 2 G fait la coordination du corps Pépin. Nous sommes déjà en train de jouer un rôle important pour pouvoir protéger. On a maîtrisé déjà de quelques foyers de tension et nous pensons pouvoir aller de l'avant. Mais l'ICCN a aujourd'hui l'avantage, je crois, c'est un mécanisme que nous sommes en train d'actionner et que nous allons actionner. C'est que sur le plan international, nous sommes acceptés aussi comme une grande source d'information, que ce soit au niveau d'Interpol, que ce soit au niveau des CITES internationales. Et effectivement, nous voulons dire, lorsque nous sommes incapables de pouvoir assurer ici la protection au travers des hommes qui sont au-dessus de la loi, oui, je crois que l'ICCN arrivera à des moments donnés à mettre à nu au travers des écrits. Vous êtes là, la presse, pour nous aider à traduire ces choses. Parce que nous savons que la destruction de la faune et de la flore dans notre pays est l'œuvre, effectivement, des Congolais. Et l'œuvre des hommes qui se croient être au-dessus de la loi. Mais lorsqu'on remet ces choses en ordre, le regard de la communauté internationale est attentif pour pouvoir nous soutenir. Parce qu'on semble oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement de la planète, le changement climatique sont devenus des questions d'insécurité internationale. Je dis bien les questions d'insécurité internationale. Et la communauté internationale n'a pas besoin de la souveraineté d'un État pour pouvoir arrêter la destruction des éléments qui sont de contribution pour pouvoir réduire le changement climatique et pour pouvoir atténuer pratiquement le réchauffement de la planète. C'est pour vous dire que dans le cas où nous avons des personnes attitrées et connues, effectivement, nous n'hésiterons pas à un moment donné, nous aussi, de pouvoir porter notre contribution pour que le tribunal international puisse s'intéresser de tous les dégâts, de toutes les violations, les destructions de notre méga biodiversité. Donc, c'est un intérêt réel au niveau international. Parce que vous comprenez que ce n'est pas facile que la RDC seule, le président de la République seul, les institutions nationales seules, soient capables de capter les niveaux de destruction de certains phénomènes qui ne sont peut-être pas assez visibles, mais qui contribuent énormément à la destruction de forêts congolaises et même à la destruction de nos ressources naturelles. Docteur, un mot pour clôturer ce plateau spécial que nous avons parlé de la question de l'attaque du parc national de Virunga. Non, et moi, c'est de vous encourager et de dire aux médias, vous avez votre part de responsabilité. Vous qui communiquez, vous qui faites passer le message à travers le monde, vous pouvez déjà le passer. La RDC est le pays, le premier pays au monde qui paye le plus grand prix pour la conservation de ces ressources naturelles. Il n'y a pas un autre pays où vous allez enregistrer des gardes qui sont en train de mourir comme ça pour la protection d'un parc. Essayez de chercher et vous ne verrez aucun autre pays. Et on ne peut pas continuer à perdre des vies humaines pour la protection de cette conservation quand nous n'avons pas l'impression que nous sommes suivis, que nous sommes accompagnés, que nous sommes soutenus par ceux-là même qui bénéficient des avantages de ces ressources. Vous savez que l'homme que nous sommes, l'espèce que nous sommes aussi en voie de disparition. Quand ces ressources, ces réserves, ce parc vont pouvoir être détruits, je vous dis qu'il y a des conséquences énormes qui touchent même la santé des populations congolaises, qui touchent même toute réduction d'air. Regardez combien de respirateurs vous avez dans la ville de Kinshasa face au Covid-19. Et regardez l'air aussi naturel. Ici, vous êtes dans une réserve, vous respirez de l'air naturel. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu parce qu'il a permis qu'il y ait cette réserve. Si elle n'avait pas été ici,
le niveau de la pollution aurait atteint ces niveaux. Considérer la même chose au niveau national. Dans l'étendue de la République, cela peut aussi arriver. Demain, la RDC peut devenir aussi un désert si aujourd'hui les gens ne prennent pas conscience, s'il n'y a pas de mesures assez assez dures pour permettre d'arrêter la destruction de la faune et de la flore. Je crois que demain nous allons sombrer aussi à des dégâts et à des cas qui vont toucher l'espèce humaine. Mais il est grand temps que ceux qui se livrent à toute cette destruction puissent arrêter. L'international Rangers à travers le monde a toujours compati. On est en train de compatir. Je reçois tout le message de condoléances de toute la communauté internationale aujourd'hui par rapport à des Rangers qui sont morts. Mais je crois qu'on ne va pas seulement s'attendre chaque année à recevoir des messages de condoléances. On doit pouvoir dire non, que demain, ça ne doit plus se produire. Un message d'encouragement aux éco-gardes. Oui, je tiens encore à présenter toutes mes condoléances également, disons à tout notre personnel de l'ICSN. C'est le prix que nous payons pour protéger, pour sauvegarder. Nous sommes allés au sacrifice suprême pour sauvegarder nos aires protégées et protéger ces ressources. Nous n'allons pas reculer, nous n'allons pas abandonner, nous n'allons pas nous décourager. Qu'ils soient fortifiés. Le travail qu'ils ont fait n'a pas été un travail vain. Les 6 vaillants, braves gardes qui viennent de tomber, je peux vous dire qu'ils n'ont pas fait un travail vain. Ils sont retenus dans la mémoire collective et dans la mémoire particulière de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et de leur directeur général. Nous voulons présenter nos condoléances à leurs familles biologiques. Aujourd'hui, c'est vrai qui sont dans la souffrance, le malheur de manquer leurs enfants. Mais nous voulons leur dire que leurs enfants ont été des héros. Ils sont de braves dans ces réseaux de conservation à travers le monde. Si vous allez dans toutes les institutions du monde aujourd'hui, leurs images sont en boucle pour montrer qu'ils ont travaillé pour un patrimoine mondial, pour un parquet national. Et nous n'allons pas abandonner, nous, notre responsabilité. Leurs épouses, leurs enfants, on a déjà un mécanisme en place qui va essayer de s'en occuper. Mais nous continuons à dire ce que nous avons dit, que nous ne voulons plus vivre ce qui s'est passé. Et nous encourageons nos amis à aller de l'avant pour que nous puissions arriver à maîtriser ces inciviques et revoir les jours meilleurs de paix, pouvoir arriver au niveau de notre réseau des aires protégées en République démocratique du Congo. Et nous voulons dire merci à notre président de la République pour toutes ces compassions et ces condoléances. Nous croyons que cela vont tout droit dans le cœur de chacun des agents de l'ICSN. Nous y avons envoyé le général, le commandant chargé des opérations et des renseignements, OPS, le général Kitenge, qui est déjà à Goma et qui va devoir participer à toutes les opérations et à pouvoir réconforter les parents dans ce qui venait de se passer et rehausser le moral de nos gardes au travers de ces moments de malheur et de temps d'enterrement de nos vaillants gardes qui viennent de nous quitter. Merci. Disponibilité à travers ce numéro spécial que vous nous avez accordé. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à la RTK, vos auditeurs et vos téléspectateurs. Merci à Michel Koki qui nous a accompagnés dans ce plateau en tant que aussi confrère dans cette émission. Merci beaucoup, Serge. Je vous dis ici un grand merci à vous tous qui avez accordé votre sympathique attention pour suivre ces numéros de plateau spécial de la radio-télévision Environnement Conservation de la Nature. Je vous dis merci, je dis aussi merci à tous les techniciens qui nous ont accompagnés. Je pense à Redi Mouvoumou, Jo Bassai, Kale Mwanza, Rodrigue Bonda, Spark Ngao. Vous êtes très nombreux. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur la RTK Tropicana. Au revoir.